Et avec nous pour ce match des idées en direct ce soir sur Public Sénat, Thierry Fabre, bienvenue. Vous êtes rédacteur en chef du magazine Challenge, et Adrien Clouet est également avec nous. Vous êtes sociologue spécialiste de l'emploi et du chômage. Merci à tous les deux. C'est vrai que ça paraît assez invraisemblable, un groupe comme Carrefour qui met énormément de salariés, je disais 80 000 sur 110 000, au chômage partiel. Les syndicats, eux, ils parlent de fraude. Comment faut le qualifier cet acte, Thierry Fabre ? Fraude, c'est excessif parce que le chômage partiel, il est permis à toutes les entreprises qui subissent une baisse du chiffre d'affaires. Et effectivement, avec le confinement et la fermeture donc, des rayons, librairies et autres, ça devrait susciter une baisse de fréquentation dans les hyper et les supermarchés, et donc susciter une baisse de chiffre d'affaires. Donc légalement, ça se justifie. Donc légalement, ils ont droit de demander le chômage partiel. Après, il y a des problèmes de comportement des entreprises qui ont été plus ou moins éthique par rapport à ce guichet. Parce qu'il faut bien rappeler que le chômage partiel, c'est unique dans l'histoire, cette générosité extraordinaire qui fait que jusqu'à 1 salarié sur 2 a été au chômage partiel en France, donc payé par l'État. On est de loin les plus généreux d'Europe. On a tiré les leçons de la crise précédente où on avait été un peu chiche, et là on a ouvert totalement les vannes. Donc c'est bien sur le fond, parce qu'on a fait le constat qu'il fallait absolument soutenir les entreprises et éviter les licenciements. Le problème, c'est quand on a un guichet ouvert comme ça, certaines entreprises font attention, d'autres en profitent. Et effectivement, on voit dans la distribution 2 comportements. On a le comportement des entreprises dites capitalistes, comme Carrefour, cotées en bourse, donc tout de suite, qui ont utilisé ce guichet en justifiant la baisse de l'activité, et puis d'autres qui ont dit non. Il faut relever que Système U, groupe mutualiste, et les groupes Leclerc. Alors, le groupe Leclerc, c'est un peu différent selon les gérants locaux de Centre Leclerc, mais en tout cas, ils se sont démarqués. Et effectivement, on a beaucoup d'exemples comme ça, dans le premier et le deuxième confinement, d'entreprises qui se sont jetées sur le chômage partiel. Moi, je pense à SFR, par exemple, alors que l'activité télécom n'était pas en perte de vitesse, alors que Orange et Free ne l'avaient pas fait. Donc, on voit bien qu'il y a par rapport à ce guichet très généreux, il faut le constater, les comportements d'entreprise sont très différents. Est-ce qu'il n'y a pas aussi un peu de politique derrière tout cela, Adrien Clouet ? Je m'explique, pour contester la fermeture des rayons non essentiels et finalement faire une espèce de chantage à l'emploi, quoi. Si, totalement. Il y a des formes de chantage à l'emploi, mais qui ressortent de la même question que celle que vous avez posée avant. C'est-à-dire, il est compliqué aujourd'hui de juger s'il y a des fraudes ou non, pour la bonne raison qu'on n'a presque plus aucun moyen de qualifier et de valider, d'examiner chaque demande. Donc il y a eu un choix politique qui a consisté à démanteler l'inspection du travail, qui a consisté à affaiblir les organismes de tutelle ou de contrôle voisins. Je pense par exemple à un organisme comme l'Uracti, qui n'a plus que 4 salariés pour les 5 départements des Pays de la Loire. On a une incapacité totale, parce qu'on a d'une part plus de vérification préalable lorsqu'une demande de chômage partiel est déposée. Ils ne demandent même plus ni si les cotisations sont à jour, ni l'identité des responsables. On n'a plus de continuité de l'activité des inspecteurs. On rappellera que ça a duré des mois et c'est toujours pas fini pour juste ne serait-ce que leur relier les numéros de téléphone des bureaux à leur domicile pour permettre l'activité en télétravail dans l'inspection du travail. Et on a eu quelques dizaines, centaines d'embauches de vacataires pour essayer de surveiller 2 millions de salariés en chômage partiel. On n'a plus les moyens de voir qui fraude et qui ne fraude pas, qui en abuse, qui abuse d'une aide et on du a chômage partiel, embauché par exemple. quelques centaines de vacataires pour surveiller 2 millions de cas, 2 millions de salariés. C'est évidemment impossible. Et personne aujourd'hui n'est en capacité de surveiller. Les validations à préalable ne se font plus, il n'y a plus les pièces qui sont fournies et les effectifs ne sont absolument pas là. Donc les entreprises en profitent et puis elles passent du coup, on ne peut travers. même pas savoir s'il y a fraude, puisqu'on ne peut même pas contrôler. C'est un peu loin quand même. Il y a eu des dizaines de milliers de contrôles. Quand même, après le premier confinement, il y a eu un effet de sidération. On a ouvert les vannes et on n'a pas regardé grand-chose. Ensuite, quand on a vu qu'avec certains comportements de fraude, quand même, le ministère du Travail a lancé des contrôles. Il y a eu quand même plusieurs centaines de millions d'euros de redressement. On s'est rendu compte que c'était massif. Mais effectivement, il n'y a pas les effectifs pour contrôler, vous vous rendez compte, jusqu'à 1 salarié sur 2 en chômage partiel. Donc, il y a un problème d'effectifs. Mais tout de même, on a pris conscience un peu tardivement qu'il y avait des dérives, des graves dérives de fraude. Quand le guichet était tellement facile à ouvrir, si vous voulez. On a souvent critiqué l'administration en disant « c'est trop long ». Là, l'administration a été très rapide. Face à une crise d'une telle ampleur, on a dit chômage partiel immédiatement. Donc effectivement, ça
occasionner des dérives. Enfin, juste 10 000 contrôles en 6 mois, ça en fait à peu près 2 000 par mois pour 2 millions de salariés. On a un contrôle pour 1 000 personnes concernées. C'est quand même assez dérisoire par rapport à l'ampleur du dispositif et de l'argent du contribuable qui est mis sur la table. On n'était pas du tout calibré pour un dispositif comme celui-là. Il est totalement unique, si vous voulez. Donc, effectivement, il n'y a pas du tout l'arme de contrôle public pour et y de faire vérification. face. Ouais. Alors, quoi qu'il en soit, les rayons non essentiels des grandes surfaces, tout comme les petits commerces, pourraient rouvrir plus vite que prévu. Je dis ça évidemment avec beaucoup de précautions. C'est pas moi qui le dis d'ailleurs, c'est Bruno Le Maire ce matin sur CNews. Écoutez. Et s'agissant des commerces, je pense que c'est plus une affaire de jours qu'une affaire de semaines. Moi, je souhaite que les commerces puissent rouvrir rapidement. Je sais qu'ils attendent ça. Je sais que le mois de décembre, il est crucial pour eux. Et je sais qu'un week-end, ça compte triple. Et que ce fameux week-end du 27, 28, 29 novembre, il compte triple pour les commerçants. Ça ne m'a pas échappé. Donc croyez-moi, tous les jours, pour pas dire 3 fois, 4 fois par jour, je regarde les données sanitaires, je discute avec Olivier Véran, je discute avec le Premier ministre, je discute avec le Président de la République pour qu'on se dise quand est-ce que la décision peut être prise. Adrien Clouet, l'exécutif sent bien qu'il faut accélérer. Là, les petits commerces peuvent plus du tout attendre. Il y a péril en la demeure pour eux. C'est sûr qu'il y a eu à la fois un épuisement des stocks possibles, des réserves qui ont été engrangées de leur côté. La plupart d'entre eux sont arrivés au bout des capacités de paiement, donc ils ont en général des sursis au niveau du crédit bancaire et parfois des loyers, mais on est à l'heure actuelle dans du sursis. La plupart d'entre eux ne sont pas en capacité d'embaucher, et je pense, j'ai le sentiment dans les enquêtes qu'on mène aujourd'hui, qu'une partie aussi du mal-être qui peut être exprimé de leur côté découle du fait que les grands groupes, eux, non seulement ont touché le chômage partiel, mais ont pu également verser encore des dividendes qui ont été couvertes par l'argent public. Donc il y a clairement un 2 poids 2 mesures sur le niveau des efforts qui sont demandés dans les différents secteurs économiques et sur les conséquences de ces efforts pour les propriétaires. Sur cette affaire, il faut bien se rendre compte à quel point on a côtoyé l'absurde. Il y a d'ailleurs un magazine allemand qui aujourd'hui est Die Zeit, qui a parlé d'absurdistan pour le système français. On est les seuls à avoir ce psychodrame avec les petits commerces. C'est-à-dire que les autres pays ont mieux géré ça, souvent les ont laissés ouverts. Et effectivement, la décision très bureaucratique qui a été prise de fermer les commerces et finalement de ne pas mettre tellement la pression sur les entreprises sur le télétravail, on se rend compte des dégâts que ça a occasionné. Et désormais, Bruno Le Maire essaye de rattraper les pots cassés, de dire on va essayer de a priori, il était contre. Hein. On apprend aujourd'hui avec un petit peu de recul que lui et Gérald Darmanin étaient contre la fermeture de ces petits commerces. Ça a été une décision il y a eu un arbitrage en faveur du sanitaire, par rapport à l'urgence sanitaire. On aurait pu mettre la pression sur les entreprises pour qu'il y ait moins quand même plus de télétravail, puisqu'on voit bien que ça a quand même pas mal diminué par rapport au premier confinement. Maintenant que les pots sont cassés, que doit-on faire ? Il faut quand même reconnaître que le système d'aide de l'État pour les entreprises, là aussi, comme le chômage partiel, il a mis le paquet. Ouais. Et vraiment, en ce moment, ce qui est intéressant de noter, c'est que les faillites d'entreprises sont inférieures à celles à l'année dernière, au même moment. D'accord. Vous me direz, mais c'est incroyable avec la crise. Et pourquoi ? Parce que l'économie est totalement sous cloche. Avec les aides du Fonds de solidarité, le prêt garanti par l'État, les entreprises sont sous perfusion. Et donc, pour l'instant, il n'y a pas trop de faillites. Le problème, c'est plus tard. C'est-à-dire qu'en 2021, une fois qu'il faudra rembourser ses prêts, effectivement, beaucoup d'entreprises risquent de mettre la clé sous la porte. Mais on comprend les cris, les protestations des restaurateurs, mais leur problème surviendra après. Parce que pour l'instant, avec les aides de l'État, ils peuvent au moins survivre dans les mois qui viennent, mais c'est une véritable bombe qui va arriver en 2021. Donc en fait, on a une économie sous perfusion, des petits commerces sous perfusion, mais finalement, c'est pas maintenant que ça va exploser, c'est plus tard. Adrien Clouet. Pour les établissements, oui. Ensuite, ça dépend des personnes qui nous intéressent. Par exemple, effectivement, les sociétés ne font pas faillite, mais on est à 6,7 millions d'inscrits à Pôle emploi. Donc pour une partie de la population, la faillite a eu lieu en termes d'accès au marché de l'emploi, de statut d'emploi, etc. Donc on a les deux effets. On a un effet sur le marché de l'emploi de réduction, de non-embauche, en fait, de disparition de beaucoup de contrats courts, intérimaires, etc., qui accueillent une partie de la population qui désormais n'a pas d'activité potentielle. On a des entreprises qui sont en sursis lorsqu'elles sont petites et moyennes. Et on a derrière la question de savoir, à la fin du fin, qui soldera l'addition. Parce que c'est quand même une grosse question. Quelle redistribution sera opérée à la fin ? Est-ce qu'on taxera aussi du côté des actions, du côté éventuellement des personnes dont on pourrait interroger le caractère de profiteurs dans la crise, certains mécanismes de spéculation pharmaceutique par exemple, ou certains mécanismes de stockage des masques pour les vendre plus cher. Bon,
Donc la question est ouverte de savoir qui payera. Pour l'instant, on sait que les PME sont en sursis et qu'une grande partie du monde du travail, lui, a payé soit par le chômage, soit par le chômage partiel. Parce que quand même, le chômage partiel, c'est 16% de perte des salaires. Alors, quand c'est au-dessus du SMIC, les 16% de perte des salaires, non seulement c'est beaucoup, mais il faut aussi rappeler que cette perte ordinaire du chômage partiel, elle est justifiée normalement par le fait qu'un travailleur en chômage partiel peut exercer une autre activité en complément pour compenser, pour rattraper son salaire. Là, évidemment, ce n'est pas possible. Alors là, vous y allez un peu fort parce que effectivement, il y a eu une envolée du chômage. Mais on a bien vu que c'était les plus précaires, c'est-à-dire les CDD, les intérims, qui, eux, ont subi le chômage. La majorité des salariés ont pu rester en poste grâce à ce système assez extraordinaire. C'est-à-dire quand on a... Vous vous rendez compte que l'État employait un salarié sur 2 à un moment donné. Donc c'est devenu un pays socialiste au vrai sens du terme. Non mais... Il les a indemnisés, pas employés. Non mais indemnisés donc. Ils étaient payés par l'argent public. L'État a payé la moitié des salariés en France. Leurs employeurs pour les rémunérer, c'est pas pareil. Donc, c'est vrai. Mais il n'empêche que c'est indirect. Le transfert financier, vous avez en tête ce que ça a coûté cette année? C'est budgété à plus de 30 milliards d'euros. 30 milliards d'euros, c'est presque la moitié du budget de l'éducation nationale. Ce sont des montants absolument faramineux. Donc tout ça pour dire qu'effectivement, il y a des gens qui payent les pots cassés, mais le filet de sécurité de l'État a été très important pour les salariés et en partie pour les entreprises. Et encore une fois, pour l'instant, il n'y a pas la réalité de la crise. L'État est tellement intervenu qu'on masque la réalité de la crise et on la verra dans quelques mois. Où là, on va voir s'il y a des vagues de licenciements et s'il y a des vagues de faillite. Pour l'instant, on ne peut pas encore vraiment le dire. Avant d'en arriver là et quand ces petits commerces vont pouvoir rouvrir, est-ce qu'il ne faut pas aussi faire un peu exploser toutes nos réglementations? Je vous pose cette question parce que tout à l'heure, Valérie Pécresse, présidente de la région Île-de-France, disait sur BFM, il ne faut plus pinailler. Si ces commerçants veulent travailler jusqu'à 22h, l'heure du couvre-feu à Paris, s'ils veulent travailler le dimanche, il faut les laisser faire, il faut arrêter cet État bureaucratique qui veut tout contrôler. Adrien Clouet. Non, ça vous laisse si les gens n'ont pas le droit de perplexe. sortir, je ne vois pas pourquoi on ouvrirait jusqu'à 22h déjà, je ne comprends pas très bien l'enjeu. Non, mais vous comprenez le principe, c'est-à-dire quand tout va rouvrir, est-ce qu'il ne faut pas du coup faire un peu exploser les règles du travail du dimanche et tout ça pour les laisser vite reprendre du souffle? Non, parce que je ne vois pas pourquoi les gens devraient attendre absolument 21h30 pour faire leurs courses. La plupart des gens peuvent très bien faire leurs courses plus tôt. Donc en fait, c'est pas élargir les horaires, ça ne vise pas à augmenter la croissance ou faire consommer plus. Ça vise à gagner des parts de marché par rapport aux voisins. Ouvrir le dimanche, si, par exemple. Ça sert à gagner des parts de marché par rapport aux voisins. C'est ça l'enjeu d'ouvrir plus. Celui qui ouvre plus prend les parts de marché des voisins. Sauf si tout le monde le fait. Sauf s'ils ont tous besoin de respirer et donc de le faire. Exactement, mais du coup, qu'est-ce que ça apporte? Les gens ne vont pas acheter 2 casseroles ou 2 tondeuses. Peut-être qu'ils auront envie de surconsommer. Les gens iront toujours acheter une casserole ou une tondeuse. Peut-être qu'après une période de disette, ils auront envie de surconsommer. Oui, mais dans ce cas-là, s'ils veulent surconsommer, pourquoi ils iraient le faire absolument dans le magasin qui ouvre le plus? Non, l'enjeu d'ouvrir plus, c'est de gagner par rapport aux concurrents. C'est de prendre des parts de marché. Ça n'augmente pas le marché en tant que tel. Non, mais ça, là, vous voyez, mais non, pas du tout d'accord. C'est-à-dire que si effectivement, à un moment donné, on permet aux gens de plus consommer sur une plage horaire plus élevée, évidemment que ça va booster la consommation. Donc, simplement, la question, c'est comment le faire. C'est vrai que c'est une période exceptionnelle. On peut très bien engager des négociations avec les syndicats pour, dans cette période exceptionnelle, se mettre d'accord sur... C'est un tabou en France, le travail du dimanche et le travail du soir. Il y a eu beaucoup de conflits sociaux autour de ça. Je pense que là, dans une telle période, les syndicats pourraient mieux l'entendre. Si c'est provisoire, effectivement, à période exceptionnelle, on peut imaginer un dispositif exceptionnel. Ce n'est pas pour autant que tous les magasins vont ouvrir jusqu'à 22h une fois que la crise sera passée. Mais si vous avez 1 000 € à dépenser, vous n'avez pas plus que 1 000 parce que le magasin ouvre le dimanche. Non, mais on voit bien que dans certaines villes, notamment en Île-de-France, ça suscite de la consommation supplémentaire, bien sûr que oui. Oui, mais au détriment d'autres. Le pouvoir d'achat des gens n'augmente pas parce qu'on ouvre plus longtemps les magasins. Pas le pouvoir d'achat, mais la consommation. Il y a une incitation à la consommation. Mais la consommation, c'est le pouvoir d'achat. Mais il y aura une épargne. Les gens n'ont pas l'argent. Il y a une très forte épargne qui s'est accumulée pendant ces derniers mois. Et peut-être que d'avoir plus de créneaux pour aller acheter permettra à des gens d'aller beaucoup plus consommer et que ça relancera ces petits commerces. La consommation, c'est l'envie aussi. C'est l'envie d'acheter. Effectivement, c'est très juste. Les 80 milliards d'épargne, tout le monde se pose la question, les économistes et les politiques, sur comment les débloquer. Ça peut être une piste, c'est-à-dire donner envie à un moment donné de consommer. Pendant plusieurs mois, les gens n'ont pas consommé. Oui. Et donc ça peut, je ne dis pas que c'est fondamental, mais ça peut aider. Non, Adrien, vous n'êtes toujours pas d'accord. Non, en fait, je pense vraiment qu'il n'y a aucun lien entre l'amplitude horaire d'un magasin et l'épargne des gens qui vont consommer.
Ce sont deux réalités qui n'ont strictement aucun lien, à part peut-être pour les personnes éventuellement qui font des heures sup et qui sont un peu plus payées dans le magasin, mais ce sont les seuls à avoir un lien. Et la question encore est ouverte de savoir si vraiment elles ont des heures sup, parce que généralement, lorsqu'on augmente les plages horaires, les premières heures qui sont des heures supplémentaires deviennent ensuite des heures conventionnelles qui ne sont pas surrémunérées une fois que tout le monde s'aligne. Oui, donc je pense que non, il y a un effet de dumping qui annule le seul effet positif éventuellement pour les salariés en question. Dans les métropoles, il y a eu un effet. Il y a eu des études économiques qui montrent qu'effectivement, le mode de vie fait que quand on ouvre le dimanche, ça pousse à plus consommer. Alors, les petits commerces commencent à avoir des petites perspectives, ce qui n'est pas du tout le cas des bars et des restaurants qui n'ont toujours aucune visibilité. Ils ont d'ailleurs déposé un recours. Ils l'ont fait savoir par communiqué. Je voudrais qu'on reste quelques minutes dessus. L'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie a engagé un recours contre le décret du 29 octobre 2020 qui ferme restaurants et débits de boissons de type N, tout en autorisant la restauration collective. Et le syndicat justifie ce recours par la rupture du principe d'égalité. Qu'en pensez-vous ? Oui, alors c'est sûr que dans ces fermetures, il y a eu beaucoup de concurrence déloyale. C'est notamment ces décisions bureaucratiques qui tombent et qui ne sont pas assez étudiées pour voir le problème que ça pose. La caricature étant les librairies avec des livres vendus en grande surface et les librairies fermées. Donc peut-être juridiquement, ils peuvent obtenir gain de cause. Le problème de fond, c'est quand même que les études montrent que la contamination est la plus forte dans les bars et les restaurants, et notamment dans les bars. Ça ne fait pas plaisir, on a tous envie de retourner dans les bars ou de retourner au restaurant, mais il y a une étude sortie aux États-Unis qui est assez claire là-dessus. Donc effectivement, si la question pouvait se poser dans les librairies, où on peut rentrer avec son masque, en revanche, dans les bars et restos où on enlève son masque, c'est prouvé. Donc, c'est justifié de dire que ces établissements seront ouverts les derniers. C'est vraiment eux les grands perdants, Adrien Clouet, un bar et restaurant. En tout cas, s'ils ouvrent les derniers, c'est sûr. Clairement, ce sont le secteur économique qui accueillera le moins de clients, qui fera le moins de chiffre d'affaires, même si j'imagine, dans ce qu'on voit actuellement, il y a quand même un début de segmentation entre ceux qui parviennent à se reconvertir dans la livraison, que ce soit la livraison distancielle ou la livraison en point présentiel Click and collect. Voilà, en point de collecte local, et ceux qui sont en fermeture totale, parce qu'ils n'ont pas les moyens, pas l'habitude, pas les réseaux, etc. Donc il y a aussi une division entre les deux. Et là aussi, sans doute, il y aura des gagnants et des perdants. Des restaurants qui sortiront avec les reins un peu plus solides, en tout cas moins affaiblis, et d'autres qui sortiront totalement rincés et qui sont susceptibles d'être rachetés par d'autres. Alors que les Français sont en pleine tempête Covid, on l'a bien compris, le Sénat a voté ce week-end un amendement qui vise à repousser l'âge de départ à la retraite à 63 ans. Je ne vous cache pas que l'adoption de ce texte a suscité pas mal de réactions, pas mal d'indignation. On va essayer de comprendre la démarche des sénateurs LR. On va accueillir dans ce match des idées le rapporteur LR pour la branche vieillesse. C'est René-Paul Savary. Bonsoir et merci d'accepter de répondre à nos questions ce soir. Merci d'être avec nous dans ce match. Ce vote, disons-le, il a été très mal vécu par beaucoup de nos concitoyens. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire ce soir ? Écoutez, ce problème, c'est qu'un déséquilibre structurel des retraites, c'est pas garantir le paiement de la retraite. Et ceux qui ont été choqués aujourd'hui seront les mêmes qui seront choqués si demain on diminue les retraites. Parce que s'il n'y a pas de recettes à mettre en face des dépenses, le système n'est plus équilibré, ce qui veut dire que le niveau de retraite n'est pas maintenu et qu'à terme, c'est la répartition même, notre système de répartition auquel tous les Français sont attachés, qui est remise en cause. C'est la raison pour laquelle il nous paraît important de reprendre la conférence de financement, parce que ce sont des décisions partenariales, et ce n'est pas nous qui l'avons proposé, cette conférence de financement, c'est bien le gouvernement. Et à défaut d'accord de partenaires, il était de notre ressort de faire une proposition pour qu'on prenne en compte un certain nombre de mesures. C'est pour ça qu'on a proposé l'accélération de la loi Touraine. Voilà. Alors, c'est pas nous qui l'avons inventé non plus. Alors, il y a le fond que vous venez d'expliquer, le bien fondé peut-être de votre amendement, et puis il y a la forme et le moment. Beaucoup vous disent, notamment Gérard Larcher, qui disent que c'était peut-être pas le bon timing, peut-être pas le bon calendrier. Est-ce que c'était bel et bien le moment de dire aux Français qui aujourd'hui sont en pleine crise sanitaire, économique, sociale, vous risquez de travailler plus longtemps ? Effectivement, c'est pas le bon moment, je le comprends bien, mais c'est jamais le bon moment. Le problème des retraites, c'est qu'entre le moment où on prend la décision et que l'on applique ensuite cette décision, vous pensez bien que ça nécessite un certain nombre d'années. S'il faut faire travailler les gens un peu plus longtemps, c'est pas la génération qui va partir à la retraite, c'est bien à prévoir un certain nombre d'années auparavant. C'est pour ça que si on ne prend pas dans les périodes difficiles
les décisions, ces périodes que nous connaissons, eh bien, quand nous allons avoir un espoir de ressortir de la crise, va nous tomber sur la tête d'autres problèmes qui n'auront pas été anticipés. Donc c'est une anticipation que nous réclamons. Mais tous les ans, nous faisons cette proposition. Effectivement, cette année, il y a un contexte sanitaire particulier qui ne m'a pas échappé, mais il appartient à notre formation de mettre des critères, des marqueurs, et ensuite nous aurons une discussion au niveau de la commission mixte paritaire avec les députés, et je sais très bien que cette proposition sera remise en cause. Mais vous pensiez vraiment que Emmanuel Macron et le gouvernement Castex allaient oublier cette réforme de retraite? Je rappelle qu'ils l'ont suspendue, mais qu'ils n'ont jamais dit qu'ils l'arrêtaient définitivement. Très loin de là. Avait-il vraiment besoin d'un rappel? Mais attention, ce que nous proposons, c'est l'équilibre. C'est pas de reprendre une réforme qui a été particulièrement clivante. Personne n'a jamais remis en cause qu'il fallait équilibrer le système si on voulait envisager un nouveau système, notamment par points. Donc, la remise à plat de l'équilibre du système de retraite est très consensuelle. Nul responsable politique ne peut l'ignorer que le système doit être équilibré, si ce n'est à ne pas garantir le paiement des pensions. Alors, je laisse réagir en plateau nos invités à ce que vous dites et vous n'hésitez pas, vous nous faites signe si vous avez envie de réagir à votre tour. René-Paul Savary, Thierry Fabre, il y a le moment, il y a le fond. Que faut-il penser de ce vote, de cet amendement? Alors, évidemment, le moment, c'est pas étonnant que ça crée un pataquès, parce qu'en ce moment, on n'a pas envie d'entendre ce genre de choses en pleine crise sanitaire. Après, la vertu de cette initiative, c'est de remettre le sujet sur le tapis. Parce que, comme l'économie, c'est un sujet qu'on a mis sous cloche. La réforme Macron systémique, il dit qu'il va la faire, mais en fait, il y a extrêmement peu de chances qu'il la fasse. Et l'autre côté de sa réforme qui a créé beaucoup de polémiques, c'est-à-dire le côté, ce qu'on a appelé paramétrique, c'est-à-dire l'équilibre du système, là aussi, il n'en parle plus. Alors qu'effectivement, les problèmes restent et sont même aggravés par la crise. On a bien vu qu'avec la chute notamment des cotisations, le trou estimé des retraites en 2020, c'est 25 milliards d'euros. Et ça va continuer en plus entre 10 et 14 milliards les années suivantes. Donc pour vous, ce vote, ce week-end du Sénat n'est pas un non-sens? Non, c'est-à-dire que ça pose le problème. Après, il faut voir quelles mesures on prend. Ça ouvre au moins la discussion. Qu'est-ce qu'il faut prendre comme mesure pour effectivement rééquilibrer le système? Et quand on fait juste un flashback et on regarde ce qui se passe autour de nous, on voit bien qu'on est le pays avec l'âge légal de départ le plus jeune, d'une certaine façon. On a 62 ans. Rappelons qu'en Allemagne, ils sont à 67. Rappelons qu'en Espagne, ils sont à 65. En Suède, pays social-démocrate, socialement très avancé, ils sont à 65. Donc, on est les seuls. Il faut se poser la question sur jusqu'où on doit pousser l'âge, c'est inévitable. Et alors, la majorité ne veut pas en parler, mais quand même, quand on interroge certains députés LREM, ils vous disent qu'il faudra le faire. Alors, personne ne doit sortir du bois, mais certains proposent 63, 64 ans, comme LR, et eux ne le font pas publiquement. Donc, le sujet, il est là, et on ne pourra le traiter qu'avec l'âge. Adrien Clouet. Alors, bon, je trouve évidemment le sujet très intéressant, et je pense qu'on est d'accord sur l'idée que pour qu'une caisse tourne, il faut qu'elle soit abondée. Mais ce qui me semble comme souvent étonnant dans ce débat, c'est qu'en fait, on ne raisonne que sur un paramètre, l'âge, alors qu'il y a quand même plein de questions qu'on peut mettre sur la table si on avait une vraie discussion sérieuse. Les taux de cotisation, est-ce qu'on fait cotiser les revenus aujourd'hui qui sont hors répartition? Je pense à l'intéressement, à l'épargne salariale. Enfin, il y a beaucoup de sources d'abondement qui se chiffrent en milliards d'euros et milliards d'euros annuels, donc avec des prorogations d'ici là, les pourcentages de croissance qui les feront monter. Donc, je ne suis pas certain que le cadrage du débat sur l'âge est le seul paramètre discutable soit forcément le meilleur, d'autant plus que le raisonnement qu'on adopte ici, enfin avec lequel je suis en désaccord qui se dit ici, c'est de raisonner en se demandant combien il y a d'actifs pour les retraités, alors qu'il me semble que l'enjeu c'est de savoir combien il y a de gens en emploi pour tous les gens sans emploi. Et ça change tout, parce qu'en fait, c'est pas pire d'avoir à charge des retraités que des jeunes qui font leurs études, ou que des chômeurs. Et si on se demande combien il y a de personnes en emploi par rapport aux gens sans emploi en France, eh bien, ça n'a pas bougé depuis les années 70. On a certes plus de retraités, mais on a moins de jeunes à charge, on a moins de personnes au foyer, on a moins de personnes en handicap, inaptitude. Donc on a aussi des jeux de chaises musicales. Et prolonger l'âge de la retraite alors qu'il y a 6 700 000 chômeurs, je pense qu'il y a clairement un jeu de chaises musicales où on va transformer des gens qui auraient été retraités en chômeurs et ça ne fait gagner d'argent à personne. Pour la collectivité, le solde est identique. Peut-être que vous voulez répondre à cela, René-Paul Savary?
Oui, tout à fait. Je vois que ça ouvre le débat, ce qui est tout à fait important. Il ne faut pas oublier qu'il y a cette espérance de vie qui a augmenté, qui continue à augmenter malgré la crise que l'on connaît. C'est la raison pour laquelle on est obligé d'envisager cette forme. Mais le but de l'amendement était avant tout de relancer la conférence des financements. S'il y a une meilleure solution, eh ben, on sera tout à fait preneur. Si quelqu'un trouve la solution magique pour faire en sorte que le niveau des pensions de nos retraités soit tenu, franchement, on ne boudera pas notre plaisir. C'est la raison pour laquelle nous avons proposé de relancer cette concertation partenariale. Et à défaut d'accord, nous faisons une proposition parce que sinon, effectivement, l'amendement n'aurait pas été recevable dans le cadre d'un PLFSS puisque c'est une loi financière et elle n'est pas sociétale. Et vous le voyez, ça que nous avons fait cette proposition. Et vous le voyez, ça finit par relancer vraiment le débat, en tout cas sur ce plateau, Thierry Fabre. Un point en 1 minute. Il n'y a pas de trésor caché, contrairement à ce que vous laissez entrevoir, c'est-à-dire que taxer les revenus, aller chercher des cotisations ailleurs, vu que la France a déjà le niveau de prélèvement obligatoire le plus élevé en Europe et même parmi les plus élevés au monde, on peut difficilement aller plus loin. Donc s'il y avait un trésor caché, on pourrait le regarder. Mais comme il n'y en a pas, la seule façon, c'est de travailler plus longtemps. Ça ne fait pas plaisir à tout le monde, mais en l'absence de ressources nouvelles, sauf à avoir des effets négatifs, quand on a déjà les taux de prélèvement très élevés, il n'y a que l'âge. Et donc, encore une fois, si nos voisins le font, il faut se poser la question, pourquoi le font-ils ? Et on va s'arrêter là, merci à tous les deux, à moins que vous ayez un mot à ajouter peut-être en 1 seconde. Adrien. Oui, juste, je pense qu'un projet qui reporte à 63 ans l'âge effectif de départ à la retraite, c'est un projet qui vise à ce qu'en France, les ouvriers et employés non qualifiés n'aient absolument plus de retraite en bonne santé. C'est ça la conséquence sociale de ce type de logique. Ça dépend comment on le fait. Évidemment. Et cette fois, on s'arrêtera là. Merci infiniment. Merci René-Paul Savary d'avoir participé à ce match des idées. Peut-être la une de Challenge que je vois, le monde nouveau de Joe Biden, je le montre. Rédacteur en chef de Challenge. Merci. Merci infiniment à tous les deux d'avoir été avec nous. Fin de cette émission, on se retrouve demain à 22h30. Notez-le bien. Dans un instant, audition publique. L'invité ce soir, Julien Denormandie, ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation. Et puis demain, bonjour chez vous, dès 7h30, comme tous les jours. Oriane Mancini recevra Benoît Hamon, ancien candidat socialiste à la présidentielle. Je vous souhaite une excellente soirée sur Public Sénat.